Bonjour à tous et à toutes pour ce webinaire intitulé Ne vendez pas, faites acheter. Donc, bonjour Florian, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc avec Jean-Christophe Bédos, nous allons animer ce webinaire que nous espérons très interactif puisque vous aurez la possibilité de chatter, donc d'envoyer un message. Du reste, essayez d'envoyer un premier message pour dire que le son va bien, que l'image va bien, que vous êtes en pleine forme pour pouvoir changer votre vie, puisque donc le but de ce webinaire, c'est de transformer votre manière, de transformer la relation à l'autre. Voilà, donc, on va essayer de vous aider à, non pas à vendre, mais à faire acheter. Tout le monde reçoit parfaitement, apparemment. On peut attaquer. Voilà, Timothée Rossignol, bonjour Timothée. Mohamed est là. Julien, Emmanuel, Hugues, Vincent, voilà, donc le nombre d'inscrits s'inscrit. Patrick Soumet est là, salut Patrick. Noémie est en train de taper. Bon, voilà, ça se présente très bien. Tout le monde m'entend. Parfait, me dit Noémie, c'est une bonne chose. Voilà. Ok, alors, ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires que nous faisons depuis le début du confinement, en fait. Donc, ça fait pratiquement 1 an et demi que nous organisons ce genre d'exercice pour diffuser des informations et puis pour échanger avec nos relations. Du reste, les prochains webinaires auront lieu donc en novembre. Vous avez vu comment éviter les erreurs de communication. Voilà, un sujet ô combien important. En décembre, on aura le social selling, votre nouvel outil de vente. Voilà. Et puis en février, bien vivre ces 3 vies, vie citoyenne, vie professionnelle et vie personnelle et physique. Et là, on sera 3 pour animer ce webinaire, puisque nous aurons d'une part un député, Nicolas Demoulin, qui nous parlera de la vie citoyenne. Nous aurons Ludivine Remillet, qui est ma coach santé. Vous savez que j'ai perdu beaucoup de poids grâce à elle. Merci encore, Ludivine. Voilà. Et donc, elle nous parlera de la vie personnelle. Et moi, j'insisterai sur le côté professionnel. Voilà. Alors, je vois que le nombre d'inscrits augmente de plus en plus, ce qui est une bonne chose, puisque nous sommes 250, 245, 250 inscrits, donc ils vont être là. Alors, 2 mots peut-être sur le cabinet donc, que j'ai créé en 1976 à Montpellier. Donc, malgré mon jeune âge, ça fait un bon nombre d'années que nous sévissons dans le domaine des ressources humaines, en apportant la palette complète à nos clients, c'est-à-dire aussi bien du conseil en recrutement que de l'outplacement, qui est donc le contraire du recrutement, c'est aider quelqu'un qui quitte une entreprise à rebondir ailleurs. Au niveau de la formation au management, commercial, ressources humaines, bilan de compétences que nous faisons régulièrement, du coaching et du conseil RH. Voilà, ça fait depuis 44 ans, donc depuis 76 que l'on existe. Voilà pour la présentation globale, avec donc 2 dirigeants que sont donc Loïc Douillère et Augustin Valero, lesquels Loïc Douillère et Augustin Valero sont l'un en Sicile et l'autre en Espagne. Voilà, donc la vie est belle. Allez, on va se présenter. Jean-Christophe, on commence par toi. Alors, je suis consultant en RH, ressources humaines ou richesse humaine, dit-on plutôt, Florian Mention Institut, et je travaille donc en collaboration avec le Florian Mention Institut. J'interviens essentiellement sur le département de l'Hérault, tout secteur d'activité, pour des recrutements sur des postes en middle management et en encadrement. Et j'ai une carrière professionnelle qui s'est réalisée au sein de la grande distribution, de la publicité, de l'immobilier, l'accompagnement de chefs d'entreprise en développement commercial, ainsi qu'en recrutement, entre autres. Voilà pour me présenter très succinctement, Florian. Et tu as un joli cadre avec une belle statue derrière toi. N'est-ce pas? Ok. Alors, voilà. Donc, en ce qui me concerne, donc j'ai créé le cabinet en 76. Auparavant, j'avais fait Subdeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et une licence de Sciences Po à Paris 1. Donc, j'étais boulimique d'un point de vue études, comme par la suite d'un point de vue physique. Voilà. Et puis, une vie associative très, très riche parce que je suis un homme de contact et on verra que entre le contact, la communication et la vente, il y a vraiment une véritable osmose en fait. Voilà. Voilà pour la présentation très, 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 très formelle. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, Florian, oui. Par rapport à cette thématique, quelles sont les premières choses que tu aurais à nous dire par rapport à cette thématique? Donc, ne vendez plus, faites acheter. Alors, bonne question.
D'abord, il faut s'entendre sur ce qu'est le mot vente. La vente n'est pas uniforme, la vente n'est pas unique, hein, elle n'est pas homogène. Il y a différents types de ventes, comme il y a différents types de vendeurs. Et ce que je veux essayer de démontrer aujourd'hui, c'est qu'on est tous des vendeurs, à charge à nous, à savoir pour quel type de vente on est fait. Alors, quels sont les différents types de ventes que l'on peut trouver? La première différence classique, en fait, hein, c'est la vente de produits ou la vente de services. Ça n'a rien à voir. Vendre une voiture ou vendre un ordinateur, donc un produit, ou vendre un service comme une assurance vie, comme un voyage ou comme une mission de conseil en recrutement, ça n'a rien à voir. Peut-être que lorsque l'on vend un produit, on va être un petit peu limité par le produit, alors que lorsque l'on vend un service ou un conseil, peut-être que l'on va se vendre soi-même autant que la prestation que l'on propose. Donc déjà, il y a deux notions très, très différentes, en fait. Hein. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que vendre à un particulier ou vendre à un professionnel, c'est très, très différent. Je prends un exemple très simple. Si je vends des produits surgelés à un particulier, je vais argumenter d'une certaine manière. Si je vends le même produit surgelé à un professionnel, peut-être que ce que recherche le professionnel sera très différent du particulier. Et ça va se complexifier lorsque on va s'apercevoir que ce professionnel peut être soit un utilisateur, un restaurateur par exemple, un chef cuistot, ou un revendeur, une grande surface, une petite surface, en fait, ou un épicier, en fait. Donc, la vente sera très différente, la manière de présenter les produits, la manière de suivre ses prospects ou ses clients sera très différente selon que l'on vende à un particulier ou à un professionnel. Autre différence importante, plus subtile, c'est la vente ponctuelle et la vente répétitive. Quand je vends une piscine à quelqu'un, je vais difficilement lui vendre deux. Quand je vends un extincteur à quelqu'un, il y a de fortes chances, entre guillemets, que je perde mon client, parce que je ne vais pas lui vendre deux extincteurs pour sa maison. Voilà. Alors qu'il existe d'autres styles de vente, qui sont des ventes répétitives. Si je vends des fournitures de bureau à une entreprise, je vais chaque mois ou à une certaine périodicité retourner voir mon client entreprise et lui revendre les mêmes produits, en fait. Hein, je vais les suivre. Et nous avons des individus, des vendeurs qui sont peut-être plus à l'aise pour faire que de la prospection, dans le cadre de ventes ponctuelles, ou qui sont plus à l'aise pour entretenir un portefeuille client, qui sont plus des managers d'un certain secteur, en fait. Hein. Alors, cette distinction est très importante parce qu'elle a une influence sur la rémunération du vendeur. On n'y fait pas attention et parfois des employeurs se plantent un petit peu quand ils instituent un mode de rémunération. Mais prenons un exemple très simple. Si on vend des produits de manière ponctuelle, ça serait aberrant d'avoir une rémunération basée uniquement sur une commission. Si je vends des piscines, je ne peux pas être payé rien qu'à la com, hein, parce que ça serait une aberration. Parce que je suis tout le temps en prospection et je vais m'épuiser. En revanche, si je vends des produits surgelés, si je vends des fournitures de bureau, si je vends des logiciels à des revendeurs, donc des ventes répétitives, on peut comprendre qu'il peut y avoir une rémunération avec un fort pourcentage de commission. Puisque avoir un portefeuille client, c'est comme si on avait une assurance par rapport à sa rémunération. Donc, c'est important de bien comprendre cette notion, en fait. Hein. Tu indiquais deux choses, Florian, par rapport aux ventes ponctuelles et répétitives. Donc, ça correspondait, il y avait des incidences sur le type de rémunération. Oui. Il y a aussi forcément des incidences quand on est plus ou moins à l'aise par rapport au profil commercial. On a tous entendu parler des commerciaux qui sont plus éleveurs, d'autres qui sont plus chasseurs. En fin de compte, la distinction vient de fait d'être à l'aise dans ces deux domaines. Tout à fait. Il faut choisir le style de vente qui correspond le mieux à notre personnalité. Et la deuxième chose, excuse-moi, par rapport donc, aux ventes ponctuelles, tu disais on perd un client, entre guillemets, oui. Mais bien évidemment, on gagne un prescripteur quand le travail est bien fait. Bien sûr. Après, il faut utiliser la relation que l'on a avec le client. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas lui revendre quelque chose directement. Alors que dans la vente répétitive, c'est plus
non pas plus facile, c'est différent, c'est plus confortable, on va dire, c'est plus confortable. Parce que je sais si si je fais des ventes répétitives, je sais que le 1er janvier, je sais à peu près combien je vais faire dans l'année. Le 1er du mois, je sais à peu près combien je vais faire dans le mois. Donc, c'est plus sécurisant, en fait, hein, c'est plus confortable. Et on a des vendeurs qui sont plus à l'aise dans un environnement confortable que dans un environnement plus stressant tel que la vente en prospection. C'est très, très dur, la vente en prospection. Et je vais te faire un aveu quand même, Jean-Christophe. Le fait de dire il y a des chasseurs et des éleveurs, des chasseurs, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On rêve tous du chasseur parce que le chef d'entreprise aime bien avoir des prospecteurs, en fait. Hein. Mais on rêve, en fait. Hein. On ne peut pas avoir quelqu'un qui ne fasse que de la prospection. Et donc, l'astuce, c'est peut-être justement de pouvoir confier un secteur à quelqu'un et de l'inciter à vendre en prospection. Il faut les deux. Il faut un panachage. On est dans la marque de Dominique qui souligne que pour la vente ponctuelle, on peut aussi avoir plusieurs ventes ponctuelles. En fin de compte, on passe sur du multi-équipement. Et c'est vrai que tu prenais l'exemple de la piscine. Tu vends une piscine, tu peux éventuellement, si tu fais de l'entretien d'espace vert, prendre un contrat d'entretien d'espace vert et ainsi de suite. Effectivement, on a plusieurs ventes ponctuelles dans le cas du multi-équipement, tout à fait. C'est vrai, mais bon, je schématise en disant vente ponctuelle et vente répétitive. Hein, si je vends une maison individuelle à quelqu'un, je ne vais pas lui en vendre deux. C'est ça ce que je dis en fait. Hein, je ne peux pas lui en vendre deux. Je ne peux même pas lui vendre un jardin, des plantations, etc. En revanche, tu as raison de dire que grâce à mon client qui m'a acheté une maison individuelle, je vais me servir de lui comme une belle référence. Il va jouer le rôle de prescripteur. Et j'ai intérêt à l'inciter à me donner des contacts, en fait. Hein. Mais c'est un autre style de relation. Et c'est pour ça que je veux insister sur les différents types de relations commerciales que l'on peut avoir. Enfin, donc, dernier exemple de vente différente, la vente en prospection, hein, en allant chez le prospect, et la vente en magasin. Mais bon, là, ce n'est pas la peine d'être grand clair pour voir la différence. Alors, ce qui est très amusant, je vais te raconter une anecdote qui va sûrement te faire sourire. Il y a quelque temps, la vente d'une maison est une vente ponctuelle, pourtant rémunérée à la com. Eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur de management, en fait. Hein. S'il y avait un agent co uniquement payé rien qu'à la com parce que on vend une maison individuelle, c'est une erreur parce que la personne va s'essouffler. Et elle ne restera pas très longtemps, en fait. Hein. Enfin, selon Saint-Florian, hein, je vous mets à l'aise en fait. Donc, petite anecdote amusante, je fais une intervention à MBS, Montpellier Business School, et j'explique qu'on est tous des vendeurs en fait, hein, à charge à nous de trouver le style de vente qui nous convient le mieux. Et bien à un certain moment, il y a une jeune fille qui se lève et qui dit « Monsieur Mentionne, c'est faux ce que vous dites, parce que moi par exemple, on n'est pas tous des vendeurs. Moi par exemple, je ne suis pas un vendeur. Je ne suis pas un vendeur, je ne suis pas une vendeuse. Pourquoi ? Parce que moi, je veux être demain une financière. Hein. Je fais MBS pour la compta et la finance, pas du tout pour la vente. Et je ne suis pas une vendeuse. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas une vendeuse. Je ne suis pas une vendeuse premièrement pour ceci. Je ne suis pas une vendeuse deuxièmement pour cela. Je ne suis pas une vendeuse par rapport à ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là ? Vous êtes en train de me vendre l'idée que vous n'êtes pas une vendeuse. Mais vous êtes en train de faire un acte de vente. Ne l'oubliez pas. On fait tous des actes de vente. Si on entend par acte de vente le fait de faire passer son message. Et dans ces conditions, l'avocat est un vendeur, l'expert comptable est un vendeur, le curé est un vendeur, l'homme politique est un vendeur, bien sûr. Alors j'ai un autre gars, un collègue à cette jeune femme, à MBS, qui me dit non, vous ne me convainquez pas, monsieur Mentionne, on n'est pas vendeur. Parce que je vais vous dire, moi, j'ai fait un stage longue durée en fait, hein, dans la vente d'assurance vie en porte-à-porte. C'est dur, hein, la vente d'assurance vie en porte-à-porte en fait. Hein. Donc j'ai essayé pour voir si j'étais un vendeur ou pas, et ça n'a pas marché. Donc ça montre bien que je ne suis pas un vendeur. Voilà. Alors, on a une remarque de Timothée, Florian, qui dit en anglais, on fait la différence entre marketing et Salesforce. En français, on dit commerciaux pour les deux. Quel commentaire tu aurais à apporter sur ces différents profils de vendeurs et la différence qu'on fait en France et qu'on fait en Angleterre et qu'on ne fait pas en France?
Les anglo-saxons ont une approche plus complète et plus globale de l'acte de vente, en fait. Du reste, le métier de vendeur est un métier qui est plus valorisé dans les pays anglo-saxons qu'en France, en fait. La grosse différence, elle vient de là, en fait. Mais aujourd'hui, heureusement que le commercial, c'est plus un simple négociateur, c'est pas un simple preneur d'ordre, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui a une approche globale dans sa relation avec l'autre. Je termine par mon exemple de MBS. Donc, après que cette jeune fille m'ait expliqué qu'elle m'a vendu l'idée qu'elle n'était pas une vendeuse, il y en a un qui me dit « Mais moi, j'ai fait de la vente et ça n'a pas marché. » Donc, ça montre bien que je ne suis pas vendeur, puisque j'essaie de faire de la vente en porte à porte. Je lui ai dit « Non, monsieur, ce n'est pas du tout ça, en fait. Vous n'étiez pas fait pour un certain style de vente. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport au produit-service, peut-être que vous n'êtes pas fait pour la vente d'un service. Ensuite, dans la distinction particulier-professionnel, peut-être que vous n'êtes pas fait pour la vente à un particulier, mais peut-être que vous êtes fait pour la vente à un professionnel. Et comme l'assurance vie est une vente ponctuelle, on peut dire peut-être que vous n'êtes pas fait pour les ventes ponctuelles, mais peut-être que vous serez intéressé par la vente répétitive. Et en fait, en prospection et en magasin, bon, peut-être que vous n'êtes pas fait pour la vente en prospection pure et dure. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous aimez, donc vous n'êtes pas fait pour un style de vente à un service vendu à un particulier, et de manière ponctuelle. Mais vous, peut-être que vous aimez skier, peut-être que vous aimeriez bien travailler chez les skis Rossignols. Et travailler chez les skis Rossignols, c'est vendre un produit vendu à un professionnel revendeur et de manière répétitive et en prospection. Et ça n'a rien à voir avec l'assurance vie, vendeur d'assurance vie. Est-ce que je suis clair, en fait? Donc, attention, c'est pas parce qu'on a fait une expérience dans la vente, qu'on s'est planté dans cette expérience à la vente, qu'on n'est pas des vendeurs. Au contraire, on a découvert qu'on n'était pas fait pour ce style de vente. Voilà. Bon, voilà, je plante le décor avec ça. En fait, Ce qui revient à dire aussi qu'il n'est pas forcément plus difficile de vendre un produit ou de vendre un service qu'un produit, c'est souvent ce qu'on entend. Tout dépend de l'adéquation entre le type de vente et le type de service ou de produit qu'on va vendre et la personne qui la vend. Tout dépend de sa personnalité. Tout dépend de sa personnalité, en fait. Moi, j'ai démarré ma carrière professionnelle en vendant un produit, en vendant des ordinateurs, en fait. Bon, j'ai découvert la vente. Je me suis régalé dans la vente, en fait. Mais je vais te faire une confidence, une deuxième confidence. Je suis plus à l'aise pour vendre du conseil, du service, plutôt qu'un produit. Je me sens limité par un produit, en fait. Je suis limité par le produit. Alors que vendre un service ou un conseil, je suis beaucoup plus à l'aise, ça correspond mieux à ma personnalité, en fait. Et je suis plus à l'aise pour travailler avec des professionnels qu'avec des particuliers. Voilà, etc., etc. Donc, il faut trouver son style de vente. Et est-ce que ces différents types de vente ont une incidence sur les comportements commerciaux, entre guillemets? Bien sûr, bien sûr. Alors là, effectivement, si on passe à la diapositive suivante, la vente... Pour moi, la vente, ce n'est pas l'acte qui est lié au contrat et qui est lié au chèque, en fait. Pour moi, la vente, c'est un véritable état d'esprit. C'est-à-dire que tous les jours, on a une relation à l'autre qui peut s'apparenter à un acte de vente. Je répète, si on entend par acte de vente le fait de faire passer un message. La plupart des gens s'y prennent assez mal dans la relation à l'autre. Je vais prendre deux exemples. Premier exemple, imaginez que je veuille aller l'été prochain en vacances en Grèce. Voilà, pourquoi pas. J'aime bien la Grèce, voilà. Donc, je rentre à la maison ce soir, je vois Christine, je dis « Christine, si on allait en Grèce l'été prochain ?» Si on allait en Grèce l'été prochain, les spécialistes de la vente comprennent qu'il s'agit d'une question fermée. La question fermée entraînant un oui ou un non. Et donc, je risque de m'entendre à dire non. Et si je me prends un non en début de négociation, en début de discussion, ça a mal se terminer, en fait. Donc, je n'ai pas intérêt à commencer par la fin. Je n'ai pas intérêt à lui dire « Christine, si on allait en Grèce ». Comment je peux m'y prendre? Je vais m'y prendre différemment. Je vais dire « Christine, l'année prochaine, pour les vacances, il faudrait qu'on aille au soleil, et puis avec un petit peu d'eau pour pouvoir se baigner tranquillement. » Ah ben oui, Florian, c'est une bonne idée, oui, au soleil, en fait. Et un endroit culturel, en fait, parce qu'on va pas bronzer idiot, sur la plage. Ah ben, bien sûr.
Et puis peut-être un endroit pas trop loin de la France, parce que s'il y a des problèmes de confinement futur, de contraintes de Covid, si on est aux Seychelles, ça va pas le faire en fait, hein, on aura des problèmes. Donc pas trop loin. Et l'idéal, c'est que Christine me dise, Florian, et si on allait en Grèce? Voilà. Et là, c'est génial, en fait. Hein. C'est pas moi qui vais lui imposer ou qui vais l'inciter à choisir la Grèce comme lieu de voyage, en fait. Hein. Mais je lui fais découvrir, en fait, la solution qui m'intéresse, en fait. Hein. Et c'est ça, l'habileté. Et cet état d'esprit, elle se vit au quotidien, en fait. Hein. Il faut avoir le réflexe. Ce réflexe, il n'est pas évident, hein, parce que même dans l'entreprise, prenez un salarié. Prends un salarié. Le salarié, il veut que son salaire augmente. Qu'est-ce qu'il fait? Il va son N+1. Il va dire, chef, j'ai mon fils maintenant qui rentre à la fac, il me coûte de plus en plus cher, je ne m'en sors pas avec mon salaire en fait, hein, il faudrait m'augmenter. Voilà. Et il commence par la fin. Mais on ne peut pas commencer par la fin une négociation, ce n'est pas possible en fait. Hein. Il a intérêt à dire, ce salarié, ben écoutez chef, j'aimerais bien faire le point avec vous, hein, parce que depuis un an, là, je pense qu'on a fait du bon travail, hein, tous les deux, en fait, même l'équipe, en fait. Hein, on a fait du bon travail. Hein. Vous avez vu le nombre de nouveaux clients qu'on a eu, en fait. Hein, et le chiffre d'affaires, il a augmenté, en fait. Hein, et la fidélisation, et ceci, et ceci, et ceci. Et une fois qu'on a parlé de tout ça, on va parler d'une récompense, d'une reconnaissance, et qui peut se faire de manière chiffrée. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire « je commence par la fin ». Est-ce que je suis clair ? Alors, tu es clair, et donc, réaction de Philippe, en fin de compte, ça revient à faire croire que l'idée vient de l'autre. C'est faire découvrir à l'autre l'idée, en fait. Hein, mais c'est l'idéal. Quand l'autre exprime ce que tu veux exprimer toi-même, tu as gagné, en fait, hein, bien sûr, parce qu'il va tout faire pour que ça marche. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai dans beaucoup de cas de figure, en fait, hein, même dans le choix d'un collaborateur, quand on fait un recrutement et qu'il y a 3 personnes en phase finale, ben, il vaut mieux faire dire à l'autre ce qu'on a envie qu'il dise, en fait. Hein. C'est ça. C'est ça l'état. Quand je parle d'état d'esprit au quotidien, c'est ça, en fait. Hein. Faire quelque chose à quelqu'un. Et tu mets aussi en exergue le fait que le commercial n'est pas un tchatcheur, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, le commercial n'est pas un tchatcheur parce qu'on croit toujours que c'est le beau parleur, le vendeur, c'est le beau parleur. Pas du tout. C'est pas le beau parleur, en fait. Hein. C'est pas celui qui a raté ses études qui demain sera vendeur, en fait, hein, parce qu'il sait uniquement parler. Non. Pour moi, le commercial, c'est un technicien de la relation. C'est un métier très, très, très difficile. C'est un métier où il faut une formation. On a de plus en plus d'ingénieurs, en fait, hein, qui évoluent vers les métiers de vente, ou des gens qui ont fait des études supérieures et qui se destinent à la vente, en fait, hein, heureusement. Donc, pour moi, le commercial est un métier très, très technique. Et du reste, c'est peut-être la voie royale demain pour devenir DG. Hein, il y a différentes voies pour devenir DG. Le but suprême dans toute entreprise, quand on rentre dans une entreprise, c'est d'arriver à être DG, soit dans sa entreprise, soit ailleurs. Mais le commercial, c'est quand même une très belle voie, en fait. Vincent a fait remarquer qu'en fin de compte, ça nécessite une forte propension à une empathie naturelle. Mais du coup, si on n'a pas d'empathie, si on est plutôt sur la réserve, est-ce qu'on ne pourra jamais être un bon vendeur? C'est plus difficile. C'est plus difficile. Il n'y a pas que le métier de vendeur dans la vie, en fait. Hein. Il y a d'autres métiers, en fait. Hein. On peut être expert dans un domaine, on peut être financier, on peut travailler dans la technique. Heureusement qu'il y a d'autres métiers. Mais c'est vrai que la vente nécessite une propension à la communication, c'est vrai, à l'empathie, à la bienveillance, à l'humilité, parce que c'est pas un métier simple, en fait. Hein. C'est un métier où l'émotionnel, où la gestion des émotions a toute son importance, en fait. Hein. Et une réaction aussi de Marie-Carmen, et qui est très intéressante par rapport à notre cœur d'activité sur le recrutement. Comment se vendre pour un poste lors d'un entretien? C'est-à-dire que l'employeur se dise, en fin de compte, c'est cette personne qui est en face de moi que je veux, que l'idée vienne de lui d'une certaine façon. Alors, c'est très simple. Alors, ça tombe très bien que cette personne pose la question parce que la diapositive suivante, c'est un petit peu de mémoire, ça doit être ça. Je vois la diapositive suivante, si c'est bien ça. C'est presque celle-là. C'est la diapo d'après. Je vais quand même anticiper ma réponse, pas la diapo d'après. La réponse, c'est ne dire que ce que l'autre veut écouter. Voilà. Le secret, c'est ça.
Voilà. Et le bon candidat, enfin le candidat qui veut se faire embaucher, il n'a pas intérêt à réciter son CV, il n'a pas intérêt à dire trop de choses. Il doit dire uniquement ce que l'autre veut écouter. C'est le plus important, en fait. Comme dans une lettre de motivation ou dans un CV. Dans un CV, ce n'est pas la peine de mettre trop de choses. On va écrire ce que l'autre veut lire ou doit lire, en fait. C'est ça l'astuce suprême. C'est pas tchatcher. C'est pas dire beaucoup de choses, en fait. Je reviens à la diapo avant. Voilà. Alors, je reviens à cette diapo parce qu'elle est importante, en fait. On s'aperçoit que les vendeurs commettent beaucoup d'erreurs. Moi, je suis très sévère par rapport aux vendeurs que je n'ai pas formés, parce qu'heureusement, il y a ceux qu'on a formés et qui se débrouillent très, très bien, bien sûr. Il y a des erreurs classiques dans la vente. Et la première des erreurs, c'est que très souvent, le commercial, il récite un argumentaire. Il a bien appris et il présente les caractéristiques techniques du produit et les avantages. Mais il va les débiter. Il va les aligner les unes avec les autres, en fait. C'est nul, parce qu'il y a des tas de choses qui ne correspondent pas à ce que recherche l'autre. Et souvent, il va répondre aux objections de manière standard. On lui a appris, le service marketing, le service commercial de son entreprise, à lister les objections et la réponse conseillée. Et ce brave commercial, il va réciter d'une part l'argumentaire, et puis à chaque objection, il va répondre ce qu'il faut. Voilà. Enfin, ce qu'il croit être ce qu'il faut. Exemple très simple, un vendeur d'ordinateur, donc il y a un prospect qui rentre, qui veut des renseignements sur tel ordinateur. Le vendeur présente son ordinateur. Et puis à un certain moment, le prospect va dire « Oui, mais si tombe en panne notre ordinateur, qu'est-ce qui se passe ?» Ça ne va plus, ça ne va pas le faire. Objection. Et là, le brave commercial, il sort de sa tête la réponse à l'objection. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'ordinateur tombe en panne? Et il va se précipiter à dire « Oh là là, d'abord, mon ordinateur, il tombe jamais en panne, ou très rarement en panne. Et en plus, on a un service après-vente. Vous savez, le service après-vente, il est efficace, vous l'apportez, machin, etc. Troisièmement, on vous prête un ordinateur, en fait. Et puis après, vous savez, mon ordinateur, il a un caramel magnétique. Alors, avec le caramel magnétique, c'est génial, machin, etc. Voilà. Voilà ce que, spontanément, l'ensemble des vendeurs font. Moi, qu'est-ce que je dis? À la question, qu'est-ce qui se passe si mon ordinateur tombe en panne? Moi, ce que je préconise, c'est de dire, pourquoi me posez-vous cette question, monsieur? Pourquoi vous me posez cette question? C'est hyper important. Et là, le prospect va dire, je pose cette question parce que vous savez, le précédent fournisseur, quand j'ai eu mon problème technique, il a fait ceci, il a fait ce. Voilà. Mais tant que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la relation que mon prospect a avec un fournisseur, je ne pourrai jamais lui vendre. Bien sûr. C'est hyper important. Donc, la réponse aux objections, le côté standard, le côté on me pose telle question, je réponds comme ceci, c'est nul. Je crois qu'il faut, il faut réagir, il faut réfléchir, il faut s'adapter et il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut poser des questions. Pourquoi me posez-vous cette question-là? C'est pas une insulte de dire à quelqu'un pourquoi vous me posez cette question-là. Bien sûr. Carole fait remarquer qu'il y a un gros boulot à faire auprès des plateformes de prospection, la téléprospection, qui en général appelle et se soucie peu, enfin une trame d'argumentaire pour découvrir les besoins, mais ça reste très succinct. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ce type de vente et de prospection par téléphone existe encore? C'est sûr que c'est pas facile parce que si la vendeuse se trouve à Casablanca, elle a sa liste d'objections, elle a sa liste de réponses, on l'a formée à répondre comme ceci, c'est presque de l'abattage en fait. Pour moi, c'est pas de la vente. Pour moi, c'est pas de la vente en fait. Donc c'est l'effet, on cherche à compenser par l'effet volume. On se dit dans le lot, il y a bien des gens qui vont avoir une réponse positive. Je pense que c'est un petit peu ça, en fait. Pour moi, la vente, c'est vraiment une relation très forte, mettant en présence deux parties, avec une bonne compréhension réciproque, avec du conseil, en fait. C'est pas automatique. Et par téléphone, malheureusement, les
les téléopérateurs ou les téléopératrices, elles ont un catalogue devant elles avec tous les différents problèmes et les réponses souhaitées. Mais c'est fait pour former rapidement quelqu'un et pour les rendre interchangeables, en fait. Pour moi, c'est pas de la vente. C'est pas de la vente. C'est une relation commerciale, je dis pas. Elle a sa importance, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas un bon exemple parce qu'il faut prendre du temps. Et donc, parmi les erreurs, on indique le fait de parler, alors que le silence est une force. Comment s'en servir de manière efficace du silence dans l'acte de vente? Alors, le silence, on ne va pas l'utiliser sur une objection. Si quelqu'un fait une objection et qu'on reste silencieux, non, c'est pas bon. En revanche, le silence peut être utilisé après un argument. J'exprime un argument important de choc. Je me tais pour que ça rentre bien dans l'esprit de l'autre. C'est pas la peine d'en rajouter. Souvent, les vendeurs en rajoutent. Ils parlent. Non, une fois que j'ai un bon argument, ben ça suffit. C'est pas la peine d'en rajouter, en fait. Donc, si je dis, mais finalement, ce produit ou service correspond bien à ce que vous recherchez, puisque vous m'avez dit que vous recherchez ceci, et je viens de vous montrer que mon produit, ben, il a ceci. Donc, finalement, il y a une bonne correspondance. C'est exactement le produit qu'il vous faut. C'est exactement le produit qu'il vous faut. Silence. J'en rajoute pas, en fait. Que ça pénètre bien dans l'esprit de l'autre, bien sûr. Et ce silence, il dure combien de temps? Tu attends que la personne dise je vais vous le prendre? C'est à l'autre à rompre le silence, bien sûr. Bien sûr, c'est à l'autre. C'est celui qui reste silencieux qui a le pouvoir. Ce n'est pas celui qui parle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La maîtrise, la force, c'est le silence. Celui qui maîtrise le silence. C'est une chose importante à travailler dans la relation commerciale, de savoir tirer vraiment parti de ce silence et de faire en sorte de se positionner pour attendre que l'autre s'exprime. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire découvrir à l'autre, c'est le titre de ce webinaire en fait, c'est de pas vendre, mais c'est de faire acheter. Et cette notion de faire acheter, on l'a avec mon exemple de la Grèce, on l'a avec l'exemple de l'augmentation de salaire, j'ai un autre exemple amusant. Imagine, mon cher Jean-Christophe, que je veuille te vendre une brosse à dents électrique. Voilà, j'ai ma brosse à dents électrique. Lire Jean-Christophe, je vais te vendre une brosse à dents électrique. Alors toi, tu risques de me dire, t'es gentil Florian, mais moi j'ai ma brosse à dents classique, ça me suffit, j'ai pas besoin. C'est grave. C'est grave d'avoir démarré l'entretien comme ça, parce que dès que tu m'as dit non, j'ai pas de besoin de brosse à dents électrique, toute ta stratégie consistera à montrer que tu as raison de refuser la brosse à dents électrique. Donc tout ce que je vais dire, tu vas le critiquer. Alors, je vais te dire, ma brosse à dents électrique, vous savez, elle est formidable, en fait, parce que c'est facile pour s'en servir, machin, etc. Et toi, tu vas me dire, oui, Florian, mais si je fais du camping, et qu'il n'y a pas d'électricité, je ne peux pas m'en servir. Or, tu ne fais pas de camping. Et tu dis ça rien que pour m'embêter, entre guillemets, pour m'embêter, en fait. Voilà, Tu vas me dire, oui, mais si ça tombe en panne, alors que la brosse à dents, elle tombe en panne, tu vas imaginer 36 bonnes raisons, en fait. Donc, c'est pas comme ça que je vais faire. Si je devais te vendre une brosse à dents électrique, je vais me prendre différemment. D'abord, je ne vais pas te la montrer. Je ne te montre pas la brosse à dents électrique. Je vais te dire, mon cher Jean-Christophe, on va parler un petit peu d'hygiène bucco-dentaire. Bon, peut-être un mot un peu sophistiqué. On va parler un petit peu d'hygiène, de santé. Est-ce que pour toi, c'est important de se brosser les dents régulièrement? Voilà, je vais dire, oui, Florian, monsieur, il faut se brosser les dents régulièrement, c'est évident, en fait. Et Jean-Christophe, est-ce que c'est facile de se brosser les dents au niveau des incisives et des canines au début? Ah oui, c'est facile, se brosser les dents juste devant la mâchoire, c'est facile. Est-ce que c'est plus difficile de se brosser les dents verticalement, parce que le but, c'est de se brosser les dents verticalement, bien sûr, pour enlever les petites cochonneries qui sont entre les dents. Mais est-ce que c'est plus difficile de se brosser les dents verticalement au fond de la mâchoire, au niveau des molaires? Ah oui, bien sûr, c'est plus difficile. Tu remarques au passage que j'ai formulé ma question pour que j'entende un oui. Tu vas me répondre, oui, bien sûr, c'est plus difficile. C'est malin. Bien sûr. Et s'il existait un système très simple, Jean-Christophe,
qui puisse brosser les dents verticalement, même au fond de la mâchoire. Est-ce que ça serait intéressant pour toi? Ah ben oui, bien sûr, ce serait intéressant pour toi. Il faudrait presque à quelque chose d'automatique, tu vois, quelque chose d'électrique, hein, qui puisse marcher tout seul. Presque une brosse à dents, presque une brosse à dents électrique, en fait. Voilà. Et je te fais dire ce que je voulais que tu dises, en fait, là, que la brosse à dents électrique, c'est la bonne solution au problème bucco-dentaire, bien sûr. Et par rapport à cette remarque, tu disais, quand on cherche des objections, quand on veut nous vendre un produit dont on n'a a priori pas forcément besoin, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est que l'acheteur, le consommateur, il se défend, c'est qu'il se sent agressé. Il faut donc éviter que l'acte de vente soit perçu comme une agression, d'une certaine façon. Bah, très souvent, l'acheteur, il se barricade un petit peu parce qu'il n'a pas une bonne image des vendeurs. Il a peur de se faire arnaquer, en fait, hein, parce qu'il a eu des tas d'exemples le concernant son environnement, et il se méfie un petit peu. On n'a pas une confiance importante en France auprès des vendeurs, ce qui est dommage et regrettable, parce que la plupart des vendeurs sont des gens honnêtes, en fait, hein, qui font bien leur boulot. Donc, ce qu'il faut, c'est créer les conditions d'un bon schéma de communication. Ça, c'est important, en fait, hein. Noémie demande comment utiliser cette technique sur du phoning, parce qu'on peut avoir tendance à penser que c'est peut-être plus simple en face à face. Est-ce que cette technique est déclinable en phoning? Alors, c'est peut-être plus difficile, mais moi je dirais, pourquoi s'en tenir au phoning? Autant faire de la visio. Aujourd'hui, maintenant, on peut voir le visage de l'autre sur WhatsApp, sur n'importe quel système. C'est quand même pratique, en fait, hein. Je crois qu'il faut être un petit peu différent des autres. Et vendre peut-être par téléphone, peut-être que c'est un petit peu obsolète, hein. Peut-être qu'on a intérêt à passer à autre chose, bien sûr. Dans la vente, il faut du temps. Il faut du temps. Dans la vente conseil, sinon c'est la distribution. Il y a une différence entre la vente et la distribution. La distribution, tu vas dans un supermarché, tu as les produits qui sont alignés sur des gondoles, tu as le tarif, tu as le produit qui se vend lui-même, d'une part par son packaging et d'autre part par la pub que l'on peut voir à la télé, dans la presse, dans les affichages, etc. Il n'y a pas besoin de la présence de quelqu'un, d'un vendeur, d'un conseiller. Ça, c'est la distribution. Voilà. Côté répétitif. Mais en dehors de ces cas-là, on a besoin d'un vendeur conseil. Et il faut qu'il y ait le conseil, en fait, hein. Ça, c'est important. Pour moi, la vente ne peut être que la vente conseil. Sur la distribution. Je ne dis pas que ce n'est pas la distribution, hein, mais bon, une baguette, c'est une baguette. Voilà. Et même une baguette, c'est une baguette. Heureusement, tu as quand même maintenant des boulangeries où tu as différents types de baguettes. Et il faut que la personne qui est derrière le comptoir nous dise pourquoi la multicéréale est mieux que la seigle ou la différence par rapport à autre chose, bien sûr. Sinon, ce n'est pas la peine. Si on n'a pas besoin d'une vendeuse, autant avoir un truc automatique. Tu mets 1 euro ou 1,10 € et tu prends ta baguette. Mais s'il y a une présence humaine, il faut que la personne formule un conseil. Sinon, ce n'est pas la peine. Carole, une remarque sur le silence. Elle dit c'est aussi, ça peut être une source d'angoisse et de désorienter l'interlocuteur. Il faut quand même placer le curseur, bien évidemment. Et pour revenir sur ce que tu disais, il faut apprendre à maîtriser la force de ce silence et ne pas se lancer. Mais c'est une maîtrise. Florian, par rapport à ces erreurs classiques, pour les éviter, quelles sont les règles de base d'un bon acte de vente? Il y en a pratiquement qu'une seule. On va le voir dans la diapo suivante. J'ai anticipé un petit peu tout à l'heure en présentant cette diapo, en fait, hein. L'astuce, c'est de ne dire que ce que l'autre veut écouter, tout simplement. Mais ça nécessite au préalable de découvrir l'autre, de connaître l'autre, de comprendre l'autre. Et quoi de comprendre l'autre? Quoi de découvrir? Il faut découvrir les besoins, les motivations, les freins et les moyens. Alors, ça semble évident. Dans la pratique, c'est plus complexe que ça. C'est simple, mais ça reste complexe. D'abord, quelle différence y a-t-il entre un besoin et une motivation? Ça, c'est important, hein. Par exemple, je suis fumeur. Je ne me pose pas la question de pourquoi je suis fumeur, en fait. Je suis fumeur. Dans la pratique, je ne suis pas fumeur, hein, mais je prends un exemple. Donc, je suis fumeur. J'ai mon paquet de cigarettes, j'ai mes clopes. Je veux fumer. Si je veux fumer, moi, hein, c'est mon problème à moi, ce n'est pas celui du voisin, en fait. Si je veux fumer,
et que je mets mes clopes, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin, non pas comme on pourrait penser d'un briquet ou d'une boîte d'allumettes, non, j'ai besoin d'un moyen d'allumage. Le besoin, c'est lorsque l'on est confronté à une nécessité pour résoudre son propre problème. C'est parce que je suis fumeur et pas mon voisin que j'ai besoin d'un moyen d'allumage. Donc, mon moyen d'allumage, ça peut être une boîte d'allumettes, une petite boîte d'allumettes, une grosse boîte d'allumettes, un briquet, un Dupont. Je peux prendre du feu à ma magasinière, je peux taper du feu à un voisin, etc., etc. Ce que je veux dire, c'est que le besoin, c'est ce qui est nécessaire pour résoudre un problème. Si je veux aller à Toulouse, j'ai besoin de quoi? Je n'ai pas besoin de train, je n'ai pas besoin de voiture, je n'ai pas besoin de bus, j'ai besoin d'un moyen de transport. Voilà. Donc, bien poser le système, en fait. Le besoin, c'est intimement lié à ma situation et à ce que je veux faire et ce dont j'ai besoin pour résoudre mon problème. Et souvent, pour résoudre le problème, j'ai une palette de solutions. Si je reprends mon exemple de fumeur, je peux avoir le Dupont, le briquet, le machin, la boîte d'allumettes, etc. Qu'est-ce qui me pousse à privilégier telle ou telle solution? C'est la motivation, tout simplement. C'est sûr que tous les outils vont m'aider à allumer ma cigarette. Mais ce que je recherche dans l'acte d'allumer cette cigarette est très différent. Allumer une cigarette avec un briquet Dupont, c'est bien valoriser mon image par rapport à l'autre. J'ai un Dupont, j'ai un Carré Hermès, j'ai un Burberry, j'ai une BMW. Voilà. Parce que la BMW ou la Dacia, par rapport à mon besoin de déplacement, on résout le problème de déplacement avec la Dacia comme avec la BMW. Mais pourquoi je vais choisir la Dacia plutôt que la BMW? Outre les moyens qu'on a abordés tout à l'heure, c'est bien peut-être l'image que je vais donner à l'autre. Et l'image, c'est une motivation. Pour faire simple, il y a 5 familles de motivation: scrap, la sécurité, le confort, la rentabilité, l'apparence et la performance. Tout à l'heure, je vous donnerai deux bouquins à lire sur les techniques de vente. Je détaille bien dans ces 2 bouquins les techniques de vente, en fait. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on parle de vente, de les écoles de formation, on insiste toujours sur la découverte des besoins, mais donc, en compte, les besoins, les découvrir, c'est bien, mais les motivations, c'est aussi important. Alors, peut-être pour avoir des ventes plus en profondeur ou travailler sur le long terme, mais il y a d'autres choses à découvrir que les besoins et les motivations. Mais il y a les freins. Je suis médecin, je travaille dans un quartier pas très favorisé de ma ville. J'aimerais bien m'acheter une belle Mercedes coupée, voilà. J'ai les moyens pour me payer la Mercedes coupée. J'ai bossé comme un dingue, je veux me faire plaisir et je veux m'acheter une belle Mercedes. Mais je me dis, si je m'achète une Mercedes dans ce quartier, peut-être que mes clients, que mes malades vont dire, mais il s'est fait de l'argent sur notre dos, en fait, sur nos maladies. Et peut-être que ça va me gêner à acheter ce genre de voiture. Donc, ça va être un frein. C'est quelque chose qui va me gêner à choisir ce genre de voiture, en fait. Peut-être que je prendrai une voiture plus passe-partout, plus conforme à ce qu'attendent mes clients. Voilà, ça, c'est le frein. C'est quelque chose qui va me gêner à résoudre mon besoin initial. C'est une motivation négative. C'est le contraire de la motivation. Oui, effectivement. Effectivement, c'est quelque chose qui va me freiner, qui va me gêner, en fait. Et alors, indiquer qu'il faut aussi… On a besoin de connaître les freins. Si tu veux, le frein, c'est intériorisé. Souvent, on ne le sait pas. Je reprends l'exemple de l'acheteur de l'ordinateur qui avait une mauvaise expérience avec son précédent fournisseur. Pour cette personne-là, le SAV était important, en fait, bien sûr. Donc, tant qu'elle n'a pas exprimé son frein, je ne pourrais pas lui vendre si je reste uniquement sur mon ordinateur. Dès l'instant où elle exprime son frein, ce frein devient quoi? Devient une objection. Et une objection, on peut les combattre. On a des techniques de combattre des objections. En revanche, les freins, si on ne les connaît pas, on ne pourra jamais savoir pourquoi la personne n'a pas acheté le produit, bien sûr. Et parfois, les freins sont irrationnels, en fait.
Donc, les freins sont découverts, restent les moyens. Alors, les moyens, bon, les moyens les principaux, c'est bien sûr le côté financier, en fait. Hein. Quelle est la fourchette, quel est le budget que la personne peut mettre pour acheter ce produit ou ce service. Et là, c'est pareil. Les vendeurs s'y prennent comme des manches, très souvent, en fait. Hein. Ils commencent l'entretien par vous voulez consacrer combien? Et l'autre, il ne sait pas. L'autre, il ne sait pas. D'entrée de jeu, c'est fonction du produit, bien sûr. Donc, c'est pas. Il y a des questions qui doivent arriver dans un certain timing, en fait. Hein. Peut-être qu'on n'a pas intérêt à commencer par, encore une fois, la fin, par le prix et par le budget, en fait. Hein. Même si on doit trouver, on doit avoir une fourchette, savoir où est-ce que l'on va aller. C'est vrai, c'est important. Mais il ne faut pas poser de questions qui gênent l'autre. Hein, si je pose une question, vous voulez mettre combien pour tel produit ou pour tel service, il n'a pas forcément la réponse parce que le prix est tellement lié à l'importance du produit, à la qualité du produit, que c'est pas. On peut trouver une solution toujours pour le prix. C'est pas un problème le prix. Et sachant que les moyens, c'est pas forcément que le financier. Alors, c'est pas que le financier, en fait. Hein. On a des problèmes physiques, hein, des moyens physiques, en fait, hein, si je veux acheter, je sais pas, une conférence, une formation, et peut-être que j'ai besoin d'avoir des moyens intellectuels pour comprendre la conférence ou pour comprendre la formation, hein, bien sûr. Si je veux acheter un canapé, peut-être, ou une bibliothèque, peut-être que les moyens physiques d'occupation de l'espace sont nécessaires pour choisir telle ou telle bibliothèque, hein, ou tel canapé, bien sûr. Hein, donc, les moyens, ça fait partie de l'environnement global dans le choix d'un produit ou d'un service. Il y a deux remarques intéressantes. Noémie qui dit le frein du commercial lié au prix n'est pas forcément celui du prospect. Et c'est vrai. On peut se mettre une barrière en tant que vendeur alors qu'effectivement le prospect ou le client n'a pas cette barrière-là. Et Philippe rajoute qu'il faut maximiser la valeur et minimiser le prix. Oui. Alors, le prix, c'est toujours quelque chose de très délicat, hein, qui doit intervenir à la fin d'un entretien. Le prix passera mieux si la personne est intéressée par le produit, hein, si elle salive devant le produit ou si elle salive devant le service. Hein, ça passe mieux. Si on parle du prix d'entrée de jeu, ça risque de refroidir l'autre. Et si je donne le prix de suite de mon produit, de mon service, même si après j'argumente, même si après je développe, l'autre aura en tête le prix. Et si je reviens sur cette notion de non, si dans sa tête on a un non préalable, on ne pourra jamais franchir le cap en fait. Hein. Il faut qu'il y ait une progression dans la vente, dans un entretien. Il faut qu'il y ait une évolution en fait. Hein. Il faut qu'il y ait une découverte progressive. Voilà. Une question de Ludivine qui fait le lien avec le recrutement et qui avait eu aussi une autre question. Dans un entretien de recrutement, du coup, comment aborderiez-vous la question du salaire côté candidat? Et qui a joué une autre question, c'est quand tu présentes un produit, un service et que tu abordes le prix et que le client te dit, en fin de compte, non, c'est trop cher. Comment on réagit? Comment on gère ces deux cas de figure? Alors, pour la première question, pour le salaire, c'est toujours à la fin. Hein, on ne peut pas parler, un candidat en tout cas n'a pas intérêt à parler salaire en début d'entretien. C'est pas normal en fait. Hein, c'est du même niveau les vacances, les dates des vacances ou les horaires en fait. Hein, c'est pas non, c'est l'intérêt du job qui est en jeu au départ, hein, bien sûr. Il faut être intéressé. C'est la recherche, l'adéquation entre le profil recherché et le candidat. Voilà. Une fois qu'on a trouvé cette adéquation, cet intérêt réciproque, on peut parler rémunération, bien sûr. Mais si on a envie de travailler, on va trouver un terrain d'entente, bien sûr. Il ne faut pas commencer par un élément de blocage. Et le salaire peut être un élément de blocage entre deux jeux. J'ai tellement vu d'employeurs avoir en tête une fourchette de rémunération et de m'apercevoir que cette fourchette de rémunération augmentait, s'élevait par rapport à l'intérêt que l'employeur portait au candidat. Si on veut un candidat, si on veut le recruter, si on veut l'avoir chez nous, on y mettra le prix. Ce n'est pas un problème, en fait. Hein.
Mais il faut d'abord passer par cette phase d'adéquation. S'il n'y a pas d'adéquation, quel que soit le prix, ça ne le fera pas. Donc, la personne qui postule ne cherche plus à se vendre, mais elle cherche à être achetée, à se faire acheter. On en revient à la thématique du webinaire. Exactement, en fait. Et sur la gestion de cette objection à la fin d'une présentation, c'est trop cher. Comment réagir? Comme pour qu'est-ce qui se passe lorsque mon ordinateur tombe en panne? Qu'est-ce que vous entendez par trop cher? Qu'est-ce que vous entendez par trop cher? Et je me tais. Qu'est-ce que vous entendez par trop cher? Et là, la personne va dire trop cher par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport au concurrent? C'est qu'il est concurrent. Imaginez que ça m'étonnerait que le concurrent ait le même produit identique, en fait, déjà. Donc peut-être qu'on va vendre des différences. Le produit identique, enfin, admettons qu'il y a un produit identique, ou presque. Le concurrent, il le vend 100, et nous, on le vend 120. OK? Là, je te pose la question. Si moi, je vends un produit 120 et que le concurrent, il vend 100, quel prix dois-je vendre? Dans ma stratégie commerciale, quel est le prix que je dois vendre? Le prix, entre guillemets, que je dois vendre. C'est Sioux, hein. Ma réponse est Sioux. Ma réponse est très, très Sioux. Ma réponse est très Sioux, c'est que je ne dois pas vendre 120. Je ne vais pas me battre sur 120. Je vais me battre sur quoi? Je vais me battre sur 20. Je vais me battre sur la différence. Et cette différence, je vais la justifier. Et pour 20 euros, c'est que dalle en fait. Pour 20, je vais apporter tel avantage, l'autre avantage, etc., etc. Voilà. C'est une très grosse astuce en fait, de vendre la différence et pas le prix total. Et le reste, c'est 20. Imaginons qu'il va s'en servir tous les jours pendant 1 an. Ben, je vais le diviser par 365 jours. Donc, c'est plus 20. C'est 20 que divise sur 365 jours. C'est que dalle. C'est la technique de la division. La technique de la division, c'est spectaculaire en fait. Ça veut dire que le produit, il vaut pratiquement rien par utilisation. Voilà. C'est diviser pour mieux régner sur la vente. J'ai une Rolex. La Rolex, elle vaut tant. Alors, la Rolex, ça peut peut-être faire cher en fait. Mais si ma Rolex, ça fait depuis, je ne sais pas, 10 ans que je l'ai peut-être, ou plus. J'ai dû l'avoir avant 50 ans. Donc, en plus de 10 ans. Mais si je divise le prix de ma Rolex par 10 ans, ça fait que dalle par année. Et si je divise mon prix de la Rolex par année, par 365 jours, ça me fait quelques centimes. Et tu te rends compte que pour quelques centimes par jour, j'ai le plaisir d'avoir ma Rolex. C'est inestimable. Ma Rolex, elle ne me coûte que quelques centimes par jour. Que dalle! Ça te plairait pas d'avoir une Rolex pour quelques centimes? Ça te plairait pas? Voilà. Je signe où? Ben oui, mais c'est ça la vente en fait. C'est travailler sur les émotions, sur le ressenti de l'autre en fait. Bien sûr, c'est pas dire ma Rolex, elle vaut, je sais pas, 6 000 euros, 7 000 euros. C'est pas ça. On s'en fout du prix de la Rolex en fait. Et Emmanuel dit changer le point de vue de l'acheteur. Et donc par rapport à ces règles de base, une chose importante, c'est, on a vu le fond, mais c'est la forme, la manière de le dire, bien évidemment. Alors, la manière de le dire, ça reprend exactement le début de mon intervention. C'est le côté progressif, ne jamais commencer par la fin. C'est envelopper l'autre. C'est envelopper l'autre. C'est mon histoire de la Grèce, en fait. Christine, il faut qu'elle me dise elle-même qu'elle veut aller en Grèce. Et elle sera contente de dire à tout le monde « Ah, j'ai décidé, Florian, d'aller en Grèce parce que c'est super, il n'y a que des avantages. » Tu te rends compte? Tu as les temples, tu as la mer, tu as le machin, la moussaka, le truc. C'est génial, en fait. Donc, c'est son idée. C'est son idée. Elle sera heureuse. Alors que si je lui imposais la Grèce, ça ne lui plairait pas. Elle est encore en Grèce. Qu'est-ce qu'on va faire encore en Grèce? Voilà. Donc, la manière de le dire, c'est le côté progressif. Faire découvrir à l'autre les éléments de notre solution. Voilà, c'est ça. L'astuce, c'est ça, en fait. Donc, c'est faire acheter et pas vendre. Et alors, une remarque tout à l'heure qui parlait du recrutement, qui disait un bon entretien, c'est de la préparation. En conclusion, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. En conclusion, est-ce que tout ne réside pas dans la préparation? Ah, bien sûr, bien sûr. Toute spontanéité doit être préparée.
C'est paradoxal ce que je dis en fait, hein, mais toute la spontanéité, parce qu'il faut être naturel dans la vente en fait, hein, on ne peut pas être artificiel, on ne peut pas plaquer les arguments les uns avec les autres en fait, hein, donc il faut qu'il y ait un certain liant, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une émotion qui passe, l'étincelle dans l'œil on doit l'avoir, si on n'a pas l'étincelle dans l'œil, c'est pas la peine d'être un vendeur en fait, hein, voilà. Donc, et ça se prépare, ça se travaille, ça se répète. Et il ne faut pas avoir peur de se planter une fois, deux fois, 5 fois, 10 fois, peu importe en fait. Hein. Il faut aller, il faut oser. Et plus on s'entraîne, meilleur on devient. Hein. C'est pas, moi, je ne crois pas à l'adage qui dit il y a des vendeurs et des non-vendeurs. Il y a la race des élus et des autres. Non, on est tous des commerciaux. Et moi, je ferai confiance à un technicien qui vient dépanner ma télé à la maison avec son bleu, machin, etc. Et qui me dit, vous savez, monsieur, il va le dire très mal, avec son accent, avec son machin, etc. Vous savez, monsieur, la marque machin, c'est quand même la meilleure des marques. Hein. Je vais vous dire, j'ai vendu la même à ma maman. Vous vous rendez compte? C'est merveilleux. C'est le plus beau des arguments. J'ai vendu la même télé à ma mère. Ça suffit. C'est pas la peine de tchatcher. C'est pas la peine d'en rajouter un simple élément. Un simple élément. J'ai vendu la même à ma mère. Fabuleux. Moi, j'ai respect. Hein. Vrai ou pas vrai, c'est plausible. C'est plausible, effectivement. Mais est-ce que l'acheteur peut pas se dire, oui, en fin de compte, il me prend un petit peu pour une truffe parce sauf si, il doit le dire à tout le monde. Bien sûr, sauf si c'est passé quelque chose auparavant. Voilà. C'est pour ça que l'environnement, le contact, la reformulation, l'enquête, voilà, ça a son importance. C'est pour ça que par téléphone, c'est pas possible. C'est pas possible par téléphone, en fait. Hein. Donc, il faut qu'il se crée un lien, il faut qu'il se crée une complicité entre l'acheteur et le vendeur, bien sûr. Et ça passera beaucoup mieux, en fait. Hein. Donc, ça passe une fois de plus par la manière de le dire, qui est d'autant plus importante. Exact. Florian, on arrive à la fin de ce webinaire. Je te laisse parler de ces 2 ouvrages. Ah, ce sont 2 bouquins que j'ai rédigés, que je vous recommande en fait. Hein. Le premier s'appelle « Comment vendre honnêtement » avec un sous-titre « Truisme ou oxymore ». Alors, bon, truisme, c'est tout ce que c'est. Hein. Le truisme, c'est une évidence. Et c'est vrai que pour un commercial, vendre honnêtement, c'est une évidence. On ne peut pas vendre différemment. En fait. On ne peut pas tromper quelqu'un, parce qu'on peut le tromper une fois, mais pas 2 fois. Hein, donc, c'est pas la bonne méthode, en fait. Hein, donc, la vente honnête, c'est une évidence. Ce n'est pas un oxymore. Hein, l'oxymore, c'est le rapprochement de deux mots antinomiques. Hein, la force tranquille, par exemple. Hein. Donc, et vous avez certains non-vendeurs qui pensent que vente honnête, c'est pas vrai, c'est pas possible, en fait. Hein. Non, c'est... Tiens, Shadia qui envoie un petit mot. Salut Shadia qui est à Casa. Bravo Florian. Christine va sûrement dire oui à la Grèce, bien sûr. Comment te dire non, Florian? C'est une image, un exemple en fait. Hein. Bon, donc l'oxymore. Donc, comment vendre honnêtement, c'est à la base en fait. Hein. Et dans certains cas, il vaut mieux ne pas vendre plutôt que de vendre une solution qui n'est pas adaptée aux besoins, aux motivations, aux freins et aux moyens de l'autre, en fait. Hein. Donc, voilà, hein, ça c'est important. Et puis, deuxième livre intéressant, comment recruter des vendeurs qui vendent. Alors ça, c'est un livre intéressant parce que je détaille bien le profil du commercial, en fait. Hein. Comment les déceler, comment les évaluer, comment les encourager, comment les développer, comment fidéliser les vendeurs. Il y a tout ça, en fait, hein, donc c'est vraiment intéressant. Alors, les bouquins, vous pouvez les acheter soit sur Amazon, soit vous nous envoyez un petit mot au bureau, et voilà, en fait. Hein. Okay. Bon, merci Florian. Je vais repasser, Noémie m'a fait remarquer tout à l'heure qu'au niveau des informations pour les webinaires à venir, c'est pas très clair, c'était affiché en petit. Donc les prochains webinaires, comment éviter les erreurs de communication, le jeudi 25 novembre, toujours le même horaire, entre 13h et 14h. Le social selling, votre nouvel outil de vente, le 16 décembre 2021. Et bien vivre ses 3 vies, citoyenne, professionnelle, personnelle et physique, le 10 février. Une remarque, Florian, en janvier, il y aurait-il un autre événement? Je vois qu'il n'y a pas de webinaire prévu. Effectivement, il n'y a pas de webinaire en janvier, tout simplement parce qu'on présente nos vœux.
nos vœux annuels, en fait, hein, qui seront le 31 janvier. Donc, on va clôturer les vœux de tout le monde par une petite fête, par la présentation d'un nouveau livre. Mais et on n'en dira pas plus. j'en dirai pas plus, en fait. Hein. Il faut un peu de teasing, en fait. Hein. En tout cas, ce webinaire, on peut l'avoir en replay. Je pense que dès cet après-midi, Noémie va l'envoyer à tous les participants. Et si, entre-temps, vous voulez avoir des informations complémentaires, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour me dire j'ai bien aimé pour ceci ou j'ai pas compris cela. Et on vous répondra très, très facilement. Voilà. Merci encore Florian, ravi d'avoir co-animé ce webinaire avec toi et bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci pour ta collaboration, Jean-Christophe, Avec efficace. plaisir. Merci à tous nos webinaristes. Je vois qu'Olivier aussi réagit. Voilà, Siem aussi, salut Siem. Bon, etc., etc. J'espère vous revoir physiquement bientôt. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Au revoir, au revoir.